il y a des guerres qui font trembler le monde parce qu'elles explosent en direct sur les écrans. Et puis il y a des basculements beaucoup plus dangereux parce qu'ils avancent sans bruit. Pas de chars, pas de missiles, pas de déclarations spectaculaires, seulement des ports, des pipelines, des routes, des accords discrets, des réunions peu médiatisées, et 3 pays qui, pierre après pierre, sont peut-être en train de construire l'une des plus grandes alternatives à la domination américaine en Asie. Le Pakistan, l'Iran, la Chine, 3 États que l'Occident analyse souvent séparément. Mais ensemble, ils forment peut-être un triangle stratégique capable de changer l'équilibre du XXIe siècle. Et si Washington n'était pas seulement en train de perdre de l'influence, et si, sans s'en rendre compte, l'Amérique avait poussé ses adversaires et ses anciens partenaires à construire exactement le monde qu'elle voulait empêcher? Je suis Alexandre Morel, et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Il existe aujourd'hui un triangle géopolitique dont on parle très peu dans les grands médias occidentaux. Non pas parce qu'il serait totalement caché, non pas parce qu'il serait imaginaire, mais parce que ses conséquences sont trop profondes, trop dérangeantes, trop difficiles à accepter pour entrer dans les analyses habituelles. Ce triangle relie 3 capitales, Islamabad, Téhéran et Pékin. D'un côté, le Pakistan, un pays nucléaire, instable économiquement, mais placé sur l'une des géographies les plus stratégiques du monde. De l'autre, l'Iran, un État sous sanctions, isolé officiellement, mais qui possède une position énergétique et territoriale que personne ne peut effacer. Et enfin la Chine, la puissance montante qui cherche depuis des années à réduire sa dépendance aux routes maritimes contrôlées ou surveillées par les États-Unis. À première vue, ces 3 pays n'ont pas tout pour s'entendre. Leurs intérêts ne sont pas toujours identiques, leurs histoires sont différentes. Leurs priorités internes ne se ressemblent pas. Mais en géopolitique, les grandes architectures ne naissent pas toujours de l'amitié. Elles naissent souvent d'une chose beaucoup plus froide, la nécessité. Et aujourd'hui, la nécessité rapproche ces 3 pays. La Chine a besoin d'un accès plus sûr à l'énergie du Golfe. L'Iran a besoin de débouchés économiques pour contourner les sanctions. Le Pakistan a besoin d'argent, d'infrastructures, d'énergie et d'un rôle stratégique qui dépasse sa dépendance ancienne à Washington. 3 besoins différents, une même direction, un même couloir, une même logique, et c'est exactement là que commence le vrai sujet. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la puissance américaine repose en partie sur une capacité essentielle, contrôler les grandes routes maritimes mondiales. Le détroit de Malacca, le détroit d'Ormuz, le canal de Suez, les routes de l'océan Indien, les corridors énergétiques qui relient le Moyen-Orient à l'Asie. Pendant des décennies, cette domination maritime a donné à Washington un levier immense. Si une puissance dépend du pétrole, du gaz, des marchandises et des routes maritimes que la flotte américaine peut surveiller, ralentir ou menacer, alors cette puissance reste vulnérable. Et la Chine le sait. Pékin a parfaitement compris que sa montée en puissance économique pouvait devenir un piège si son énergie continuait à dépendre de passages maritimes exposés à la pression américaine. Alors, au lieu de seulement renforcer sa marine, la Chine a fait autre chose. Quelque chose de plus silencieux, plus patient, plus difficile à attaquer politiquement. Elle a commencé à construire des routes terrestres, des routes, des ports, des voies ferrées, des zones industrielles, des pipelines, des connexions énergétiques. Et au cœur de cette stratégie se trouve le Pakistan. Le corridor économique Chine-Pakistan, souvent appelé CEPEC, n'est pas simplement un projet d'infrastructure. Ce n'est pas seulement une série de routes et de contrats. C'est une colonne vertébrale géopolitique. Son objectif réel est beaucoup plus vaste, relier la Chine occidentale au port pakistanais de Gwadar sur la mer d'Arabie, à proximité du golfe d'Oman et du détroit d'Ormuz. Autrement dit, donner à Pékin une sortie directe vers l'une des zones énergétiques les plus sensibles de la planète. Et ce détail change tout, parce que si la Chine peut faire passer une partie de son énergie, de ses marchandises et de ses flux stratégiques par un corridor terrestre passant par le Pakistan, elle réduit progressivement sa dépendance aux routes maritimes traditionnelles. Elle ne devient pas invulnérable,
mais elle devient moins facile à étrangler. Et en géopolitique, réduire sa vulnérabilité, c'est déjà gagner du pouvoir. Gwadar est donc beaucoup plus qu'un port. Officiellement, c'est un projet commercial, un port de développement, un hub logistique, une porte économique pour le Pakistan. Mais dans la pratique, son importance stratégique est immense, parce qu'un port financé, construit et exploité en partie avec l'aide de la Chine, situé à quelques centaines de kilomètres du détroit d'Ormuz, ne peut pas être analysé comme un simple terminal commercial. Il devient une pièce sur l'échiquier mondial. Pas une base militaire déclarée, pas une provocation directe, pas un drapeau chinois planté officiellement dans le Golfe, mais une présence, une capacité, une option. Et parfois, en stratégie, une option vaut autant qu'une base. C'est là que le Pakistan devient l'acteur pivot. Pendant longtemps, Washington a regardé Islamabad comme un partenaire difficile mais nécessaire. Un allié instable, un pays qu'il fallait financer, surveiller, influencer, parfois menacer, mais jamais totalement perdre. Après le 11 septembre 2001, le Pakistan est redevenu central pour les États-Unis dans la guerre en Afghanistan. Route logistique, renseignement, accès régional, coopération antiterroriste, Washington avait besoin d'Islamabad, mais le Pakistan n'a jamais résonné comme un simple allié docile. Il a toujours joué avec plusieurs cartes, une carte américaine, une carte chinoise, une carte islamique, une carte régionale, une carte militaire, une carte nucléaire, et c'est justement ce que beaucoup d'analystes occidentaux ont refusé de comprendre. Le Pakistan n'a jamais été seulement dans le camp américain, il a toujours été dans le camp de sa propre survie. Or, aujourd'hui, pour Islamabad, la survie passe par 3 réalités. Première réalité, le pays a besoin de financement massif. Son économie est fragile, sa dette extérieure pèse lourd, ses réserves sont régulièrement sous pression. Et les aides occidentales ou les programmes du FMI viennent presque toujours avec des conditions. Transparence, réforme, contrôle budgétaire, pression politique, alignement diplomatique. La Chine, elle, propose autre chose. Des infrastructures, des prêts, des investissements, une présence économique massive, mais sans exiger officiellement le même type de transformation politique. Pour un État comme le Pakistan, c'est extrêmement séduisant. Deuxième réalité, le Pakistan manque d'énergie. Et son voisin iranien en possède. L'Iran, malgré les sanctions, reste une puissance énergétique majeure. Gaz, pétrole, électricité, réseaux régionaux, Téhéran a ce dont Islamabad a besoin. Pendant des années, le projet de gazoduc Iran-Pakistan a été ralenti, suspendu, menacé, notamment à cause de la pression américaine. Mais ce projet n'a jamais disparu. Il est resté là, comme une ligne inachevée sur la carte. Une promesse, une menace, une possibilité. Et si ce gazoduc est complété, alors le triangle Pakistan-Iran-Chine prendra une autre dimension, car il ne s'agira plus seulement de diplomatie, il ne s'agira plus seulement de réunions ou de déclarations. Il s'agira d'une infrastructure physique, du métal dans le sol, du gaz qui circule, de l'énergie iranienne qui alimente une économie pakistanaise connectée aux investissements chinois. À partir de ce moment, l'idée deviendra réalité. Troisième réalité, la géographie pakistanaise est irremplaçable. Le Pakistan touche la Chine, il touche l'Iran, il touche l'Afghanistan, il fait face à l'Inde, il ouvre vers la mer d'Arabie. Il se situe au croisement de plusieurs fractures majeures du monde. Pour Washington, c'est un pays compliqué, pour Pékin, c'est un passage. Pour Téhéran, c'est un voisin utile. Pour New Delhi, c'est un rival historique. Pour Kaboul, c'est une porte vers l'extérieur. Le Pakistan n'est donc pas seulement un État, c'est un carrefour. Et les carrefours, quand ils sont bien exploités, deviennent plus puissants que leur économie ne le laisse penser. Voilà pourquoi ce triangle est si important. La Chine apporte le capital et la vision de long terme. L'Iran apporte l'énergie et la profondeur stratégique vers le Golfe. Le Pakistan apporte le territoire, la connectivité et la position pivot. Chacun possède ce que les deux autres recherchent. Et c'est exactement ce qui rend cette convergence dangereuse pour l'ordre américain, parce qu'elle ne dépend pas d'un grand traité militaire, elle ne dépend pas d'une alliance officielle, elle ne dépend pas d'un sommet spectaculaire où 3 dirigeants lèvent les mains devant les caméras, elle dépend d'intérêts matériels.
et les intérêts matériels sont souvent plus solides que les promesses diplomatiques. Une alliance peut se briser, un traité peut être renégocié, une déclaration peut être oubliée, mais un port, une route, un pipeline, une zone industrielle, une dette, une dépendance énergétique, tout cela crée des habitudes. Et les habitudes deviennent des structures. C'est ainsi que les empires perdent parfois leur contrôle, non pas en une journée, non pas après une bataille décisive, mais parce que d'autres acteurs construisent lentement des alternatives, une autre banque, une autre route, une autre monnaie, un autre port, un autre fournisseur, un autre partenaire, jusqu'au jour où l'ancien centre découvre que le monde peut fonctionner sans lui. Et c'est précisément ce que Washington redoute. Pendant longtemps, les États-Unis ont utilisé plusieurs instruments pour maintenir leur influence dans la région. Les sanctions contre l'Iran, l'aide militaire au Pakistan, le FMI comme levier économique, la pression diplomatique, les alliances avec les pays du Golfe, le rapprochement stratégique avec l'Inde, le contrôle des routes maritimes. Mais le problème, c'est que ces outils ne produisent plus les mêmes effets qu'avant. Les sanctions ont affaibli l'Iran, oui, mais elles l'ont aussi poussé à construire des réseaux alternatifs. La pression sur le Pakistan a parfois fonctionné, oui, mais elle a aussi convaincu Islamabad qu'il devait garder plusieurs options ouvertes. La rivalité avec la Chine devait contenir Pékin. Mais elle a renforcé chez les Chinois la conviction qu'ils devaient créer des routes indépendantes. C'est le paradoxe de la stratégie américaine actuelle. En voulant isoler l'Iran, contenir la Chine et discipliner le Pakistan en même temps, Washington pousse ces trois acteurs à se rapprocher. Ce n'est pas forcément par amour mutuel, c'est par calcul. Et le calcul est simple, séparément, chacun subit la pression américaine. Ensemble, ils peuvent créer des marges de manœuvre. L'Iran peut vendre, échanger, se connecter. Le Pakistan peut négocier avec plus de poids. La Chine peut sécuriser ses approvisionnements. Ce triangle ne supprime pas la puissance américaine, mais il l'oblige à faire face à une réalité nouvelle. Son pouvoir de blocage n'est plus absolu. Prenons une image simple. Imaginez un immeuble immense. Depuis des décennies, un gestionnaire contrôle les portes principales. Tout le monde doit passer par lui. Il surveille les entrées, les sorties, les livraisons, les autorisations. Ce gestionnaire, c'est Washington. Puis un jour, un locataire riche et patient, qui en a assez de dépendre des portes principales, propose à un voisin de construire un escalier de service. Cet escalier n'est pas magnifique au départ. Il est lent à construire, il coûte cher, il provoque des critiques. Certains disent qu'il ne servira jamais, d'autres disent qu'il est trop fragile. Mais étage après étage, il avance. Et un matin, une première livraison passe par cet escalier, puis une deuxième, puis une troisième. À ce moment-là, le problème n'est plus de savoir si l'escalier est parfait. Le problème est que des gens commencent à l'utiliser. Le CPEC, Gwadar, le gazoduc Iran-Pakistan, les échanges en monnaie alternative, la coopération sino-pakistanaise, l'intégration progressive de l'Iran dans des circuits non occidentaux, tout cela ressemble à cet escalier de service. Et Washington le voit. Mais le voir ne signifie pas pouvoir l'arrêter. Parce que pour l'arrêter, il faudrait offrir au Pakistan quelque chose de plus attractif que ce que propose la Chine. Il faudrait offrir à l'Iran une sortie honorable et durable des sanctions. Il faudrait convaincre Pékin de rester dépendant de routes que l'Amérique peut contrôler. Autrement dit, il faudrait changer toute la logique stratégique des 20 dernières années. Et cela, Washington ne semble pas prêt à le faire. Ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est le rôle nucléaire du Pakistan. Le Pakistan n'est pas un simple pays en développement cherchant des investissements. C'est une puissance nucléaire. Il possède une armée puissante, un appareil sécuritaire influent, une position centrale dans le monde musulman, une rivalité permanente avec l'Inde et des relations historiques profondes avec la Chine. Cette combinaison est unique. Un pays musulman doté de l'arme nucléaire, lié à Pékin, voisin de l'Iran, ancien partenaire stratégique de Washington, rival de l'Inde et passage terrestre potentiel vers le Golfe. Il n'existe aucun autre acteur comparable. C'est pour cela que le Pakistan est si important. S'il bascule trop clairement vers Pékin et Téhéran, l'équilibre régional change.
S'il reste ambigu, il augmente sa valeur auprès de tous les camps. S'il sert de médiateur, il devient indispensable. Et c'est exactement la position qu'Islamabad cherche depuis longtemps. Être nécessaire à tout le monde, mais prisonnier de personne. Ce jeu est risqué, très risqué. Parce qu'un pays qui multiplie les équilibres peut aussi multiplier les tensions. Entre l'Inde et la Chine, entre l'Iran et les États-Unis, entre les talibans et les puissances régionales, entre les sanctions américaines et les financements chinois. Mais pour Islamabad, ne pas jouer ce jeu serait encore plus dangereux. Choisir totalement Washington, ce serait perdre l'accès à la profondeur chinoise. Choisir totalement Pékin, ce serait risquer une rupture brutale avec les circuits financiers occidentaux. Choisir totalement Téhéran, ce serait s'exposer aux sanctions. Refuser tout le monde, ce serait s'isoler. Alors le Pakistan fait ce qu'il sait faire depuis des décennies. Il navigue, il promet sans se livrer totalement, il coopère sans s'attacher définitivement. Il ouvre une porte à Washington, une autre à Pékin, une troisième à Téhéran. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est que la porte chinoise devient de plus en plus grande. Et plus elle grandit, plus Washington perd son exclusivité. À cela s'ajoute un acteur souvent oublié, l'Afghanistan. Depuis le retrait américain de 2021, l'Afghanistan n'est plus le terrain d'occupation occidentale qu'il était pendant 20 ans. Il est redevenu un espace difficile, fragile, imprévisible, mais central. Les talibans cherchent des ressources. La Chine cherche des minerais et de la stabilité minimale. Le Pakistan veut conserver une influence sur Kaboul. L'Iran surveille ses frontières, ses minorités, ses intérêts religieux et sécuritaires. Si l'Afghanistan s'intègre, même partiellement, dans cette logique de connectivité régionale, alors le vide laissé par les États-Unis ne restera pas vide. Il sera rempli par des routes, par des contrats, par des arrangements, par des acteurs régionaux. Et c'est peut-être cela la vraie défaite stratégique de Washington. Non pas seulement avoir quitté l'Afghanistan, mais voir l'espace qu'il a tenté de remodeler pendant 20 ans se reconnecter à une architecture non occidentale. Imaginez maintenant une salle de réunion à Islamabad. 2 diplomates pakistanais sont assis devant une grande carte de l'Asie du Sud. Sur la table, des dossiers du FMI, des notes américaines, des projets chinois, des cartes énergétiques iraniennes. L'un dit « Washington veut encore des garanties ». L'autre sourit doucement. Des garanties ? Ils pensent encore que notre neutralité peut être vendue une seule fois. Le premier répond « Il parle de bloquer des financements ». Le second regarde la carte. Et la Chine parle de construire des routes. L'Iran parle de fournir de l'énergie. Nous parlons de survivre. Un silence tombe. Puis il ajoute « Les Américains comprennent leur géographie. Ils n'ont jamais accepté la nôtre. » Cette phrase résume tout. La géographie du Pakistan n'est pas une théorie. C'est son destin. Et ce destin ne peut pas être géré depuis Washington comme un simple dossier diplomatique. Maintenant, imaginez une autre salle. À Washington cette fois, une carte apparaît sur un écran. Le corridor CPEC est tracé en rouge. Gwadar clignote près de la mer d'Arabie. Le détroit d'Ormuz est encerclé. Les routes chinoises sont projetées vers l'ouest. Un analyste explique calmement « Si ce corridor devient pleinement opérationnel, la Chine aura une alternative terrestre vers la zone énergétique du Golfe. » Quelqu'un demande « Peut-on encore bloquer le projet ?» L'analyste hésite. On peut sanctionner, on peut menacer, on peut retarder. Mais chaque sanction pousse ces pays à chercher un autre mécanisme. Chaque pression renforce leur argument selon lequel ils doivent construire hors de notre portée. Un conseiller murmure « Donc les sanctions ne fonctionnent plus ?» L'analyste répond « Elles fonctionnent encore, mais elles ne suffisent plus. » Le monde apprend à construire des alternatives plus vite que nous apprenons à les empêcher. Et c'est là le cœur du problème. La puissance américaine n'a pas disparu. Elle reste immense, militairement, financièrement, technologiquement, diplomatiquement, mais elle fait face à une transformation plus lente et plus difficile à combattre, la multiplication des circuits parallèles. Pendant longtemps, être sanctionné signifiait être presque coupé du système. Aujourd'hui, cela signifie être poussé à trouver d'autres partenaires. Pendant longtemps, dépendre du dollar était incontournable.
Aujourd'hui, certains acteurs cherchent à régler une partie de leurs échanges en yuan, en monnaie locale ou par des mécanismes alternatifs. Pendant longtemps, les routes maritimes étaient les artères principales du pouvoir. Aujourd'hui, les corridors terrestres reviennent au centre de la stratégie mondiale. Ce n'est pas la fin de l'ordre américain, mais c'est l'apparition d'un monde où cet ordre n'est plus seul. Et cette nuance est fondamentale. Le monde multipolaire ne naît pas nécessairement dans une grande déclaration. Il naît quand plusieurs pays commencent à se dire « Nous avons peut-être le choix de commercer autrement, le choix de financer autrement, le choix de s'approvisionner autrement, le choix de ne pas obéir immédiatement, le choix de négocier avec plusieurs puissances à la fois. » C'est cela qui inquiète Washington. Pas seulement que la Chine soit puissante, pas seulement que l'Iran résiste, pas seulement que le Pakistan soit ambigu, mais que ces trois réalités se combinent parce qu'une Chine seule peut être contenue, un Iran seul peut être sanctionné, un Pakistan seul peut être pressurisé, mais une Chine qui finance, un Iran qui fournit l'énergie et un Pakistan qui offre le passage créent une équation beaucoup plus difficile à résoudre. Et cette équation est déjà visible. Elle se voit dans les ports, elle se voit dans les routes, elle se voit dans les discussions énergétiques, elle se voit dans les réunions trilatérales, elle se voit dans les exercices militaires discrets, elle se voit dans la nervosité de l'Inde, elle se voit dans l'attention croissante de Washington. L'Inde, justement, observe ce triangle avec inquiétude. New Delhi voit son rival pakistanais se renforcer grâce à la Chine. Elle voit Pékin consolider sa présence à l'ouest de l'Inde. Elle voit l'Iran, longtemps considéré comme un partenaire possible dans certains dossiers, se rapprocher de logiques où la Chine joue un rôle central. Pour l'Inde, ce triangle n'est pas forcément une alliance dirigée officiellement contre elle, mais il réduit son espace stratégique. Il crée une pression au nord, à l'ouest et sur l'océan Indien. Il pousse New Delhi à se rapprocher davantage de Washington. Mais ce rapprochement avec Washington peut aussi compliquer ses propres relations régionales. L'Inde se retrouve donc face à un dilemme, se rapprocher des États-Unis pour équilibrer la Chine tout en évitant de devenir simplement un instrument de la stratégie américaine. C'est une autre conséquence du triangle. Il ne transforme pas seulement les relations entre Islamabad, Téhéran et Pékin, il oblige tous les acteurs autour d'eux à recalculer. Les pays du Golfe recalculent, la Russie observe, la Turquie surveille, l'Inde ajuste, l'Afghanistan négocie, Washington s'inquiète. Et pendant ce temps, les grues continuent de travailler à Gwadar. C'est peut-être l'image la plus forte de toute cette histoire. Un ingénieur pakistanais regarde les quais en construction au coucher du soleil. À côté de lui, un ingénieur chinois consulte une tablette. Des machines avancent lentement. Des ouvriers déplacent du métal, la mer d'Arabie brille au loin. Le Pakistanais dit « Mon père pêchait ici. À son époque, ce port n'existait pas. » Le Chinois répond « Et dans 20 ans, vos enfants auront peut-être du mal à imaginer qu'il n'a pas toujours existé. » Voilà comment les nouvelles réalités naissent. D'abord, elles semblent impossibles. Ensuite, elles semblent fragiles. Puis elles deviennent normales. Et lorsqu'elles deviennent normales, il est trop tard pour revenir en arrière. Le triangle Pakistan-Iran-Chine n'est pas encore une alliance totale. Il n'est pas sans contradiction. Il peut connaître des blocages, des tensions, des rivalités, des retards, des pressions extérieures, mais sa force ne vient pas de sa perfection. Elle vient du fait que chaque acteur y trouve un intérêt stratégique majeur. La Chine y gagne une route, l'Iran y gagne une respiration, le Pakistan y gagne une valeur géopolitique et Washington y perd quelque chose de très précieux, le monopole des options. C'est cela le véritable basculement. Pendant longtemps, les États-Unis pouvaient dire à un pays « Si tu ne passes pas par nous, tu n'as presque aucune alternative ». Aujourd'hui, de plus en plus de pays répondent « Peut-être, mais nous allons quand même chercher ailleurs ». Et parfois, ailleurs suffit à changer le monde. Dans 2 ans, si le gazoduc Iran-Pakistan avance réellement, ce triangle aura une infrastructure énergétique concrète. Dans 5 ans, si le corridor CPEC atteint une capacité plus importante, la Chine disposera d'un accès renforcé vers le Golfe. Dans 10 ans, une nouvelle génération de diplomates,
d'ingénieurs, de militaires et d'entrepreneurs pakistanais, iraniens et chinois aura grandi avec cette architecture comme une évidence. Et à ce moment-là, il ne s'agira plus de savoir si ce triangle existe. Il s'agira de comprendre pourquoi tant de gens ont refusé de le voir quand il était encore en construction, parce que les grands basculements historiques ne préviennent pas toujours. Ils ne s'annoncent pas toujours avec des drapeaux, des hymnes et des discours. Parfois, ils arrivent sous forme de contrats techniques, de ports secondaires, de tuyaux à moitié posés, de routes poussiéreuses, de réunions discrètes, de cartes que seuls quelques stratèges regardent vraiment. Puis un jour, le monde découvre que ces détails formaient un système. Et quand un système est en place, il ne suffit plus de le dénoncer. Il faut le concurrencer. C'est peut-être la grande leçon que Washington doit apprendre. Le 21e siècle ne se gagnera pas uniquement avec des sanctions, ni seulement avec des bases militaires, ni seulement avec des menaces, ni seulement avec des alliances héritées du passé. Il se gagnera avec des infrastructures, des partenaires, de la patience, de la crédibilité et la capacité à offrir mieux que ses rivaux. Car on ne bloque pas éternellement un monde qui cherche de nouvelles routes. On ne sanctionne pas indéfiniment des pays qui apprennent à commercer autrement. On ne maintient pas une domination en regardant séparément des acteurs qui, ensemble, sont en train de devenir une architecture. Pakistan, Iran, Chine, 3 noms que l'on analyse trop souvent comme 3 dossiers distincts. Mais peut-être qu'il faut désormais les regarder comme une seule question. Que se passe-t-il quand un pays nucléaire en crise, une puissance énergétique sanctionnée et une superpuissance industrielle montante décident que leurs intérêts se rejoignent? La réponse est en train d'être construite, à Gwadar, à Téhéran, à Islamabad, à Pékin, et sur toutes les routes silencieuses où se dessine déjà le prochain ordre asiatique. Ce qui se passe entre le Pakistan, l'Iran et la Chine n'est pas seulement une affaire régionale. C'est peut-être l'un des signes les plus clairs d'un monde qui change de centre de gravité. Pendant que les caméras regardent les crises les plus visibles, d'autres puissances construisent dans l'ombre les routes du futur. Et parfois, ce sont ces routes silencieuses qui finissent par décider du destin des empires. La grande question est donc simple. Washington peut-il encore empêcher ce triangle de devenir une véritable architecture stratégique? Ou bien est-il déjà trop tard? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Pakistan est-il encore un partenaire des États-Unis ou a-t-il déjà basculé vers la Chine? Si cette analyse vous a aidé à voir la géopolitique autrement, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez la vidéo et surtout, regardez la prochaine analyse affichée à l'écran. Parce que les grandes transformations du monde ne font pas toujours du bruit, mais elles laissent toujours des traces.